reprenons peut-être quelques éléments macroéconomiques pour faire le point sur la situation actuelle avec Samy Char, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy, ravi de vous retrouver avec nous dans l'émission. Je disais, reprenons quelques éléments macroéconomiques avec par exemple les enquêtes de conjoncture qui ont été livrées ce matin, donc des estimations un peu instantanées, on va dire, du moral des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat en l'occurrence, puisqu'on parle des PMI pour la zone euro, pour la France, pour l'Allemagne, avec des PMI pour la partie manufacturière, des PMI pour la partie service. Quand on regarde les chiffres en absolu, Samy, déjà, on peut imaginer que le rythme de croissance reste quand même décent en zone euro en ce milieu de deuxième trimestre. En tout cas, c'est difficile de voir un effondrement immédiat de l'activité économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, Grégoire. On a quand même mieux que ça. On a des indicateurs qui se tiennent très bien. Donc, le chiffre du jour, effectivement, qui sont ces indices des directeurs d'achat qui se tiennent quand même à des niveaux relativement élevés. C'est confirmé d'ailleurs par d'autres formes de données. On utilise aussi des données à haute fréquence, comme vous le savez, qui montrent quand même que l'activité en zone euro se tient bien. Éventuellement, les composants les plus avant-gardistes, quelque part, dans la manière de mesurer le pouls économique, sont peut-être un petit peu plus à risque. On regarde les nouvelles commandes qui viennent d'Allemagne ou les indicateurs avancés sur les exportations qui, eux, commencent à montrer une certaine baisse. Mais enfin, on sent quand même que le niveau d'activité économique, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis et en Europe, se tient encore bien. C'est vraiment en Chine, comme vous venez d'en discuter, que les indicateurs ont pas mal tanké. Donc, un ralentissement, c'est sûr, mais enfin quand même une activité économique qui continue de se tenir bien mieux que ce qu'on aurait pu craindre 3 mois après, finalement, le choc de prix lié aux matières premières, issu bien sûr de l'invasion de l'Ukraine. Oui, avec des taux d'emploi en Europe qui restent aussi très importants et qui permettent donc à la BCE de confirmer ce qui était déjà plutôt envisagé par tout le monde. L'idée qu'on va sortir des taux négatifs, c'est confirmé par Christine Lagarde ce matin, Samy. On sent quand même qu'il y a du débat au sein de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il faut juste revenir à zéro sur le taux de dépôt, qui est à moins 0,50, ou est-ce que c'est le début d'une histoire qui va au-delà d'une simple neutralisation du taux de dépôt? Et de ce point de vue-là, visiblement, le débat est loin d'être tranché. C'est un débat, oui, vous êtes d'une grande politesse, Grégoire, mais effectivement, c'est le maître mot pour l'ensemble des banques centrales dans les mois à venir. On a senti ce débat très vigoureux aussi pour la Banque d'Angleterre, où vraiment là, on commence à sentir des dissensions très fortes, puisque effectivement, on a cette distorsion entre la croissance et l'inflation, et chaque banquier central, chaque gouverneur va voir son interprétation entre une croissance qui faiblit et une inflation qui reste élevée. Il y a un choix à faire, il y a une sensibilité. Mais enfin, aujourd'hui, pour la Banque centrale européenne, ça paraît quand même relativement simple, vu effectivement la bonne tenue quand même des indicateurs d'activité et l'inflation élevée, sortir de la partie la plus non conventionnelle de la politique monétaire, c'est-à-dire les achats d'actifs et les taux négatifs. Ça paraît acquis et aujourd'hui, il y a une véritable fenêtre sans risque pour le faire. C'est effectivement ce qui vient après qui compte et là, il y aura débat. Oui, et il y aura débat entre l'inflation et la croissance. Je reprends des propos de François Villeroy de Galhau ce matin qui nous dit à ce stade, il n'y a pas de trade-off entre l'inflation et la croissance. La BCE n'est pas obligée de choisir la lutte contre l'inflation au détriment du soutien à la croissance. Pourtant, on imagine bien qu'à un moment, l'inflation, si elle continuait de monter, bougerait en sens inverse de la croissance d'une certaine manière. Il y aurait forcément un coût économique à avoir une inflation qui continuerait de progresser. Donc, il y a un moment, cet arbitrage, il va bien falloir en prendre la mesure. Et c'est là où le débat va se faire beaucoup plus intense. Effectivement, aux États-Unis, on voit également que l'emploi est très très bien positionné. On voit quand même les inscriptions au chômage qui commencent à tout juste monter. Donc c'est un petit peu trop tôt pour dire que l'emploi est en phase de se détériorer aux États-Unis. Mais enfin, ces débats, on les a aussi eus en Chine l'année dernière, où effectivement les autorités chinoises étaient assez restrictives et puis d'un coup la croissance s'est mise quand même à beaucoup ralentir et là effectivement il y a eu un changement de braquet et donc on se pose cette question, est-ce que
les banquiers centraux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, évidemment, au moment où effectivement il faudra choisir entre un emploi qui se détériore et une inflation toujours élevée, là on va voir vraiment des camps, des blocs se mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Donc on sait qu'on a un trimestre ou deux de normalisation monétaire, mais c'est vraiment dans ce quatrième trimestre de l'année 2022 qu'on va voir si effectivement on atteint quelque part un apogée dans le resserrement monétaire, mais cet apogée il ne se fera que si on a une forme de détérioration de l'emploi et donc un trade-off plus difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des attentes qui reposent sur la partie budgétaire, réglementaire, dans la lutte contre l'inflation, ou est-ce que c'est une responsabilité à 100% des banques centrales? Quand vous regardez le policy mix ou les policy mix qui sont en place aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions qui laissent penser que la partie budgétaire pourrait soulager d'une certaine manière, en partie en tout cas, le travail des banques centrales vis-à-vis de l'inflation? À court terme, c'est peu probable quand même. Les attentes au niveau fiscal, c'est surtout de l'investissement de long terme. On espère ces investissements de long terme productifs pour guider, favoriser, soutenir la transition énergétique, la stratégie évidemment de défense, les infrastructures. Ce sont des choses qui pourraient permettre d'améliorer le régime d'inflation à long terme. Mais dans le court terme, à part soutenir quelque part les revenus, les ménages avec les revenus les moins élevés, il n'y a pas grand-chose à faire. Aux États-Unis, en tout cas, il y a eu ce très très grand débat sur le dernier plan fiscal qui aurait été responsable quand même de pas mal d'inflation. Donc, au devant des élections de mi-mandat en novembre, il est peu probable qu'on voit quoi que ce soit de majeur aux États-Unis. Et en Europe, bien sûr, on aimerait un tout petit peu plus d'ambition au niveau de ces investissements de long terme. Mais là, il y a vraiment une distorsion d'horizon temps entre des banques centrales qui sont très très concentrées sur ces problématiques de court terme, alors que quelque part, les États doivent se projeter dans des politiques beaucoup plus structurelles. Est-ce que des mesures qui viseraient à réduire peut-être les frictions du commerce international, en baissant par exemple certains tarifs douaniers qui ont pu être mis en place par l'administration américaine précédente, Donald Trump en l'occurrence, c'est un sujet qui est discuté. Est-ce que c'est un sujet avant tout politique? Est-ce qu'il y a malgré tout un enjeu quand même économique de ce point de vue-là, Samy? Non, c'est avant tout politique. C'est vrai que le fait de mettre ces tarifs en place en 2018 et 2019 n'a pas véritablement créé un choc d'inflation, une pression d'inflation. Donc le fait de les réduire ne va pas être très désinflationniste. En revanche, évidemment, dans la relation sino-américaine, ça a beaucoup de portée. D'ailleurs, les Américains sont assez étonnants là-dessus. D'un côté, ils mettent un peu d'huile sur le feu avec Taïwan, et puis de l'autre, ils parlent de retirer les tarifs. Donc on voit qu'on est vraiment dans la préparation des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et comme ces élections semblent perdues pour l'administration démocrate, peut-être qu'on se projette déjà en 24. Mais encore une fois, que ce soit du côté américain ou du côté européen, il y a quand même beaucoup à faire lorsqu'on se projette sur toutes ces problématiques d'infrastructure, d'énergie et de défense dans le long terme. Donc on est encore une fois pas exactement sur les mêmes considérations. Comment vous regardez les problématiques chinoises, Samy, sachant que... Alors, c'est facile d'être négatif sur la Chine, je veux dire, c'est un sujet de discussion infini chez les économistes. Néanmoins, on démarrait plutôt cette année 2022 en se disant que la Chine, après l'ajustement de 2021, allait redevenir quand même contributrice importante de la croissance mondiale. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Et quand on voit effectivement le dilemme de la relance chinoise, on a l'impression que à la fois soutenir la demande est compliqué au regard de la situation sanitaire et en même temps, on voit des officiels chinois qui semblent peut-être réticents à revenir trop sur les vieilles recettes de la politique de l'offre, des infrastructures qui ont créé tous les déséquilibres qu'on connaît aujourd'hui dans l'économie chinoise. C'est un dilemme qui semble peut-être plus compliqué que d'habitude, Samy. Oui, il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport aux autorités chinoises. Le maître mot reste la stabilité. Et donc, si elles en font trop pour soutenir la croissance, elles vont mettre à risque la stabilité financière. Et je ne dirais pas que la stabilité financière au niveau du crédit, mais aussi la stabilité de la devise. Il y a une certaine pression à la baisse sur le renminbi. Et ça, évidemment, c'est quand même une problématique importante pour les Chinois. Donc, on parle plus d'ajustement à la marge, que ce soit au niveau fiscal et au niveau monétaire. Mais évidemment, il ne faut pas avoir
trop d'attentes. En revanche, les Chinois sont quand même en train de traverser quelque chose qu'on connaît bien en Europe. Ils ont une vague Covid, ils ont fermé de manière un peu brutale. Évidemment qu'ils ont le 20e congrès du Parti communiste chinois, donc il faut que tout soit stable et qu'il n'y ait pas de perte de contrôle d'ici là. Mais il y a bien un moment où ils vont rouvrir. Quand ils vont rouvrir, ça va créer un effet de base favorable. Donc on va avoir une économie sur courant alternatif, un peu de stop and go, comme les vagues successives qu'on a vécues en Europe. La différence, et là où vraiment les Chinois doivent avancer, c'est qu'ils ont peu d'immunité naturelle, ils n'ont pas vraiment les bons vaccins, et donc cette phase de stop and go peut être un tout petit peu plus ardue que ce qu'on a connu en Europe, où finalement, passé la première ou la deuxième vague, les contraintes ont été moindres. En Chine, les contraintes sont quand même plus importantes parce qu'il y a toujours ce potentiel de perdre un petit peu le contrôle, mais ils vont bien réouvrir. Et quand ils rouvrent, on remet la machine en place, il y a un énorme effet de base, on décharge les navires et on réduit quand même ces tensions sur les chaînes de valeur. Bon, on comprend que la macroéconomie, les enjeux de politique monétaire incitent naturellement et légitimement à la prudence. Qu'en est-il sur le plan de l'investissement à ce stade, Samy? Quelles sont le ou les grandes recommandations chez Lombardier? Après, quand même, un ajustement des prix et des valorisations de marché qui a été important. Oui, on a évidemment des portefeuilles qui sont beaucoup plus défensifs face à ces trois chocs, la guerre en Ukraine, la situation du Covid en Chine et évidemment des banques centrales beaucoup plus agressives. Je trouve très très difficile aujourd'hui de remettre du risque, malgré l'ajustement dont vous parlez, Grégoire, quand on a une réserve fédérale américaine si agressive en face de nous. Maintenant, il y a un moment où cette réserve fédérale américaine, si elle atteint ses objectifs, c'est-à-dire que l'inflation quand même revient vers des niveaux plus acceptables, va en tout cas probablement passer de ce mode très agressif à un mode un peu plus neutre. Et à partir du moment où elle est un peu plus neutre, ça permet quand même au marché de respirer. Donc c'est un peu ce que tout le monde attend, une forme de signal où on aurait une réserve fédérale américaine qui agirait moins comme une contrainte sur l'environnement d'investissement. Ça paraît trop tôt. Aujourd'hui, on a des indications que l'inflation atteint son apogée. On a peu d'indications que l'inflation est vraiment en train de descendre de manière rapide, ce qui permettrait à la Fed d'être encore une fois moins agressive. Donc, il va falloir patienter encore quelques semaines, quelques mois, avoir quelques rapports de l'emploi, d'inflation, de vente au détail qui vont dans le bon sens pour sentir que peut-être en septembre, octobre, novembre, effectivement, la Réserve fédérale américaine change enfin pour un braquet un peu plus souple. Merci beaucoup, Samy. Merci d'avoir été avec nous à distance depuis Genève. Samy Charr, chef économiste de Lombardier, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct pour une heure entière d'émission sur Bismart.